Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Molson Coors? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je continue mon tour d'horizon ici du secteur ici on va pas dire de l'alcool, hein, donc ici, de la boisson, on va le dire comme ça, ok? Que ce soit alcoolisé ou non alcoolisé, comme vous avez pu le voir ici, j'ai envoyé à peu près plus de 5 vidéos en date d'aujourd'hui sur ce genre d'entreprise-là. En fait, on fait un tour d'horizon assez rapide, d'accord? Donc, histoire ici de se demander, on se pose la question de savoir est-ce que ces entreprises méritent d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Ça vous permet également de découvrir certaines entités. Ici, on parle de Molson Coors. Donc, c'est une compagnie canadienne. Donc, vous pouvez prendre ici le ticker symbole canadien ici. Bon, je prends le ticker symbole américain. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, on fait le tour d'horizon ici simplement. Stabilité, croissance des revenus. Revenus croissants, explosion des revenus. Donc, ça, c'est une acquisition. Vous pouvez aller vérifier, ça ne vaut pas la peine que j'aille le faire ici dans tous les cas. Enfin, quoique, vaut pas la peine. On fait 3 secondes, tac, tac, boum. On voit qu'on a une acquisition ici. Donc, quand vous voyez ce genre de variation subie, ça veut dire ici qu'il y a une acquisition quelque part. C'est bien de faire une acquisition. Est-ce que les marges de but sont au moins stables? Là, après l'acquisition, on peut parfois s'attendre à une période difficile, mais attention, remettez toujours également les choses dans leur contexte, parce que ici on parle d'inflation. La matière première ici des compagnies brassicoles, c'est quoi? Je vous laisse aller regarder ça. Donc, on a une augmentation ici du coût des matières premières, donc ça a un impact sur la marge brute. Donc maintenant, quand on va aller lire les rapports financiers, est-ce que les volumes augmentent, etc. L'acquisition qu'on a faite ici, est-ce que les marges étaient moins élevées sur la compagnie qu'on a acquise? Donc voilà, il faut regarder vérifier ça. Donc ensuite, on va regarder la marge EBITDA, histoire de voir si elle se stabilise au moins. On va se dire ici que c'est plutôt stable, ok? Ça, c'est correct. Ensuite, on va aller regarder net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Déjà, les free cash flow, pas très stables. Les net income, pas très stables. Les free cash flow, un peu plus stables. Quand on les met sur le même graphique, on constate ici que les free cash flow sont généralement plus élevés. Parfait. OK. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions augmente ou diminue. Bon, on a fait l'acquisition, donc le nombre d'actions augmente ici. Bon, je ne dirais pas que c'est tout à fait normal, mais on peut comprendre. OK. Donc maintenant, par rapport à la politique d'allocation du capital, priorité, est-ce que c'est le remboursement de la dette, rachat d'actions, versement d'un dividende, ou bien c'est un mix des trois? Donc, dette nette sur EBITDA inférieure à 5, on a 2,4 ici. Il ne faut pas également oublier de prendre toujours en considération la dette nette ici du point de vue volume, histoire de voir si ça diminue. Donc oui, on a une diminution ici de la dette nette. Parfait. On avait 5 milliards, 10 milliards il y a quelques années, enfin à peu près 11 milliards il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est à peu près 5 milliards par là. Donc, toujours vérifier la dette nette par rapport au free cash flow, parce qu'on rembourse la dette nette avec les free cash flow. Donc, on produit des free cash flow ici de l'ordre de, à peu près 1 milliard par là, on peut rembourser la dette nette en moins de 10 ans avec les free cash flow. Donc, c'est parfait. Retour sur capital investi, intéressant à voir ici, mais n'oubliez pas une chose. Il faut toujours connaître la formule de cet élément-ci. Et qu'est-ce qui pourrait l'influencer négativement? Ici, on a l'intangible qui pourrait influencer négativement cette formule, d'accord? Donc, moi, je pense ici qu'on a un ratio plus élevé que ce qui est mentionné. Et on peut le voir ici, quand on va taper celui-ci. Donc, quand on va regarder ici le TAP, donc Return on Tangible Capital Employed, donc on a à peu près quelque chose en dessous d'une 30%. Donc, je pense que le retour sur capitaux, enfin, ça, ce sont les capitaux employés. C'est un peu différent, mais c'est pas très loin de cette signification-là, d'accord? Donc, je préfère... Donc, en fait, si je reconstruis à peu près... Et c'est pas le but de la vidéo ici. Si je reconstruis à peu près... Et puis, pourquoi je ne vais même pas le faire? Intangible, ok? Vous savez que si la formule du ROIC, c'est à peu près, c'est NOPAT divisé par Invested Capital. Invested Capital, ici, vous pouvez aller voir tapez juste ROIC, vous allez trouver la formule. Donc maintenant, l'intangible, ici, c'est 17 milliards. Et je sais que l'intangible va généralement au niveau de... Enfin, quand vous prenez asset moins liability, généralement, ça vous donne à peu près l'equity, ok? Et l'equity en question, vous allez l'additionner, vous allez l'ajouter au numérateur du invested, enfin, au niveau du invested capital. Ça fait partie du invested capital ici, qui fait partie du dénominateur du ROIC. Je sais. Vous ne voyez pas ça comme ça, mais ça, ce montant-ci devrait s'ajuster en conséquence, parce que quand on regarde le total equity, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, quand on a un total equity de 13 milliards, en réalité, on a un equity de moins 4 milliards par là. Donc, ça devrait réduire l'invested capital. Donc, si ça réduit l'invested capital de 17 milliards, attention, invested capital, comme vous pouvez le voir ici, il est calculé à ce niveau. On a à peu près un invested capital de combien? De près de 19 milliards. Et si on enlève
ne serait-ce que près de 17 milliards dans ce montant, si vous allez voir que c'est complètement très... Enfin, on aura un chiffre bien plus bas que ça. Donc, on doit reconstruire cet élément. C'est ça qui nous permet à peu près d'avoir des marges plus... un retour sur capital investi plus élevé. Je vous ai déjà dit à peu près quel type de formule je préfère ici, mais ça reste ici. Aucune formule n'est parfaite. Bref, on a passé trop de temps ici. Il faut qu'on arrive ici à l'évaluation. Combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? Plutôt mature. Ici, idéalement, ça sera aux alentours de 15, aux alentours de 20 fois les bénéfices pour ce genre de business-ci. Mais attention, voilà, vu la diminution des marges, voilà, on va se dire que la consommation d'alcool également diminue, ne l'oubliez pas. Donc le marché se dit qu'on va arrêter de consommer de l'alcool, etc. Ou bien les goûts ont changé, on en a déjà parlé précédemment. J'ai déjà parlé de cet élément-là. Allez regarder les vidéos que j'ai eu à faire sur l'analyse sectorielle pour le secteur des boissons ici. Donc, on parle ici d'un changement de goût du consommateur. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. La consommation d'alcool diminue, que ce soit le vin, les alcools forts, que ce soit également la bière, mais le prix de ces éléments-là augmente. C'est comme la cigarette. La consommation diminue, mais le prix augmente. La façon de consommer l'alcool également change. En fait, les gens pensent que c'est la bière, c'est le vin, c'est l'alcool fort. Non, c'est également ici les cocktails prêts à boire. D'accord? Donc, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir le rhum & coke qui se vend dans les supermarchés aujourd'hui, alors qu'avant, vous deviez acheter la bouteille de rhum et du Coca-Cola pour mixer les deux. Non, maintenant, on vous le mélange, on vous le vend. Bref, ici, en termes d'évaluation, je suis gentil. OK? On me demande de payer en date d'aujourd'hui 66,63 $ pour un business qui pourrait me rapporter à peu près 6,18 $ d'ici 2026. C'est un business prévisible, bien sûr. OK. Donc, c'est un rendement potentiel de aux alentours de 10% par là. OK, n'oubliez pas la dette. Et quand je prends 15 fois les bénéfices ici, ça fait 92 $ moins la dette nette. Et encore à 15 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. OK, donc on a à peu près ici 92 $ moins la dette nette en date d'aujourd'hui de combien? De 26 $. Donc, quand on fait 92 moins 26, donc 92 moins 26, ça nous donne à peu près quelque chose à l'entour de 66 $. Donc l'entreprise est correctement évaluée ici en prenant en considération la dette. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au prix actuel? C'est intéressant. Tout remboursement de la dette entraînera ici une augmentation aussi de l'équité. Et encore, je prends 15 fois les bénéfices et je pense qu'à 15 fois les bénéfices, ça c'est un business qui devrait racheter ses actions. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist? Moi, je l'ajoute dans ma watchlist et après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est le cas? Boum, bim, bam, boum. Molson Coors dans ma watchlist. OK. Maintenant, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ceci n'engage que moi. N'oubliez pas le dividende ici, il est safe. S'ils veulent, ils payent 8,25% en date d'aujourd'hui. S'ils veulent, d'accord? Ce qui veut dire ici que le plus important pour eux, c'est de rembourser la dette, comme vous pouvez le voir ici. Donc, moi, j'aime bien. Et c'est également une compagnie, Molson, je pense que c'est encore une compagnie familiale, hein? Ouais, bon, ceux qui sont à Montréal, vous savez, le Canadien de Montréal appartient ici à la famille Molson. En fait, le Canadien de Montréal, c'est un peu comme l'un des meilleurs clubs. Enfin, ici, on est très OK. On n'est pas très... ils ne sont pas très football. Et quand on parle de football ici c'est pas... Moi, je parle du vrai football, je parle pas du football américain. Donc, ici, on appelle ça soccer. Bref, ici, Molson pourrait être intéressante pour ceux qui aiment les dividendes. Attention, quantitativement, c'est intéressant. Maintenant, comme vous le savez, lisez vos rapports financiers, écoutez les conference calls et chacun est libre de prendre la décision qui l'arrange. Merci, bye.